Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 27 avril 2023 et notez que nous sommes toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, donc la prudence est de mise sur les routes en montagne et aux abords des cours d'eau. Et à l'instar du national qui se prépare à une mobilisation vengeresse historique, les syndicats de Guadeloupe sont en ordre de bataille pour le 1er mai. Ils tenaient une conférence de presse sur un bic érigé devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, une manière d'interpeller sur les injustices en cours comme la non-réintégration des personnels suspendus alors même que la haute autorité de santé recommande leur retour. Le reportage. Là, nous avons parlé carrément de droit à la vie, d'avoir que nous avons bien constaté que Jodla en 2023, que c'est une remise en cause totale de tout droit à travailler, de toute liberté, mais surtout les libertés fondamentales. Nous pouvons parler des combats que nous avons menés contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire et en vu dit Jodla pour la réintégration des personnels. La HAS qu'à reconnaître Jodla que oui, bon, effectivement, l'obligation vaccinale pas valable encore, que les camarades paieraient pour travailler à eux. Sauf que ça a fait 2 mois qu'il a annoncé ça et jusqu'à présent, le gouvernement là projet prend pour décret. Ça a prouvé qu'il y a une volonté de nuire. Ça a prouvé que l'objectif à eux n'a pas d'être chaîne compte de santé à monde, mais c'est de regarder qui genre est-ce que yo manipuler les travailleurs, dégoûter eux et faire en sorte encore une fois qu'ils arrivent en bouteille par les ruptures conventionnelles, donc de réduire la masse salariale. Et ça, nous avons vrai que c'est une stratégie qu'ils ont mettre en place tout partout. Premier mai là, ça prend tout sens ça. C'est une journée internationale à l'État travailler et nous savons très bien qu'à dans journée là ça et à dans l'année là ça plus particulièrement et ben c'est on a vu notamment des patrons, on a vu aussi des lois qui sont sorties parce que c'est tout acquis à travailler qui bafoue aujourd'hui là. Et c'est pour ça que nous avons appelé à tout travailler assemblé, mais aussi nous avons dit particulièrement à la poste où aujourd'hui là on a difficulté à la poste, on a travaillé qui est en souffrance, on a suppression de poste. En cas par exemple des bureaux, il y aura supprimé des dizaines d'emplois. Et ça, c'est pas normal. Encore une fois, c'est les plus petits, c'est les travailleurs, c'est les derniers maillons de la chaîne qui a souffert. C'est pour ça, plus que jamais, journée là, ça, il prend sens à la lutte, parce que je travaillais pas ni choix d'élité. Un reportage signé Michel Depape. Et voilà 1 an que le CHU de Pointe-à-Pitre dispose de la thrombectomie, une technique médicale qui consiste à déboucher les artères cérébrales responsables des AVC de manière mécanique et sous contrôle radioscopique. Les chirurgiens retirent les caillots sanguins présents dans les vaisseaux, veines ou artères. Une méthode efficace qui permet d'optimiser la récupération des patients, mais encore trop peu utilisée faute de personnel formé. Un problème en cours de résolution par les équipes médicales qui font appel à l'expertise de leurs confrères d'Hexagone. Regardez. On le sait, l'AVC est un enjeu de santé publique majeur pour le territoire de la Guadeloupe. On a développé un certain nombre d'offres de soins depuis de nombreuses années maintenant, mais on peut continuer à progresser et développer de nouvelles offres. Aujourd'hui, ce qui reste à développer de manière significative sur le territoire, c'est la thrombectomie. Alors, la thrombectomie, c'est le traitement mécanique pour retirer un caillot qui occlue une artère intracrânienne. Donc, dans le cadre des AVC, des gens qui tous les jours font une hémiplégie, qui ont un côté paralysé, on peut aller par les artères, aller chercher le caillot et faire en sorte que le patient récupère beaucoup mieux. Nous ne travaillons pas seuls. D'une part, nous travaillons toujours en partenariat avec le CHU de la Martinique, mais c'est important aussi que nous développions sur place nos propres possibilités, nos propres offres, puisque, je vous le rappelle, la prise en charge de l'AVC est une course contre la montre. Donc chaque minute gagnée est une minute qui permet de mieux prendre en charge de patients.
Pour développer cette technique sur le territoire, nous travaillons avec la Société française de neuroradiologie et nous avons un praticien qui a été mandaté par cette société pour nous accompagner. Il s'agit du professeur Robin Boursier. On a traité 45 patients cette année, pour la première année. À terme, il y a plus de 100 patients qui peuvent être traités par an dans l'archipel. On espère pouvoir former des gens sur place, mais pour le moment, on est dépendant d'une convention qui permet à des praticiens métropolitains formés de venir ici pratiquer ce geste et d'assurer la permanence de soins, comme mon cas en ce moment. Mais à un moyen terme, on espère vraiment qu'à l'horizon du nouvel hôpital, on puisse avoir des gens qui restent sur place, au moins 2 ou 3 praticiens, pour assurer la permanence de soins. C'est l'objectif. En théorie, ce sont des missions de 15 jours à 1 mois, voire 2 mois ou 3 mois comme moi, pour venir un peu plus longtemps et assurer cette permanence de soins. Il y a un roulement qui est organisé. On a régulièrement des praticiens qui sont mis à disposition du CHU pour développer cette technique, puisque bien évidemment, l'idée, c'est d'assurer une continuité 365 jours par an. Mais son rôle est particulier parce qu'il a un rôle de coordination et il a un rôle pour monter en charge l'équipe et bien sûr s'assurer que sur l'ensemble de la chaîne, tout fonctionne parfaitement. Si chaque année, nous augmentions de 0,4% la teneur en carbone des sols de la planète, cela compenserait l'ensemble des émissions de l'humanité. Des propos tenus par Jean-Marc Blasi, directeur de recherche à l'INRAE, qui présentait aujourd'hui ses travaux sur les sols. Il entend protéger les forêts, prioriser les cultures favorables au stockage de carbone, éradiquer les pratiques de labourage des sols ou de brûlis des champs de canne, mais aussi favoriser le paillage et l'agroforesterie. Tout ceci pourrait largement contribuer justement à réduire notre impact carbone. Regardez. 4 pour 1000 ou 0,4%, ça vient du fait que si chaque année on augmentait de 0,4% la teneur en carbone de tous les sols du monde, ça compenserait l'ensemble des émissions de l'humanité. Donc en gros, on stopperait la problématique du changement climatique juste en augmentant la teneur en carbone des sols. Donc ça donne beaucoup d'espoir, mais on voit bien, c'est pas si simple d'augmenter la teneur en carbone du sol. C'était l'objectif de l'étude. Une réaction très positive, d'autant plus que nous, au niveau de notre filière canne, ça fait des années que nous préconisons à nos planteurs de faire des analyses de sol. Et même, comme je l'ai dit, il nous faudrait aussi, pas que pour la filière canne, mais pour toute l'agriculture en Guadeloupe, une banque de données des sols, de manière à ce qu'on sache à des instants bien précis quel est l'état de santé de nos sols. Donc c'est quelque chose de positif, mais quelque chose, comme je dis, il faudra aller beaucoup plus loin. C'est cette banque de données de sols qui nous permet véritablement de savoir dans les années à venir quel est l'état de nos sols et qui nous permettrait aussi d'augmenter le rendement de nos hectares, surtout au niveau de la canne et de notre culture. Évidemment, la priorité, c'est de protéger les forêts. Deuxièmement, on a au sein de l'agriculture des productions qui sont favorables au stockage de carbone dans le sol. C'est les savanes telles qu'on les pratique aux Antilles sont des puits de carbone. Donc ça, c'est très bien. Les cultures de canne et de banane également ont plutôt tendance à maintenir, voire à augmenter les stocks de carbone des sols. Par contre, il y a des pratiques agricoles qu'il faut éviter. Par exemple, c'est tout ce qui va toucher au labour profond des sols. Donc ça, c'est mauvais pour les stocks de carbone dans les sols. C'est le brûlis des champs de canne également. Ça, c'est le pire, c'est très mauvais, puisque c'est du carbone qu'on va émettre dans l'atmosphère au lieu de le piéger dans le sol. Et puis enfin, il faut développer au maximum l'agroforesterie, l'usage de paillage également, et les amendements organiques. Tout ça, ça va augmenter le carbone des sols. Nous essayons de trouver le maximum d'engrais qui ne soient pas des engrais chimiques pour voir de manière à se mettre dans nos sols. Le côté carbone aussi, c'est quelque chose de fondamental par rapport à la planète, mais il y a un côté aussi qui sera encore plus positif pour les agriculteurs. C'est cette somme d'argent qui sera versée aux agriculteurs dans les années à venir. Le Fort d'Elgrès à Basse-Terre accueille en ce moment le 6e forum pédagogique sur l'éducation au développement durable. Une nouvelle occasion d'interpeller les scolaires et le tout public sur l'importance de préserver notre environnement. On écoute tout de suite la marraine de l'événement, Pamela Aubertan.
c'est une très grande avancée puisqu'on se rend compte que tout le travail qu'ont mené les associations depuis plusieurs années porte ses fruits. Si bien qu'aujourd'hui, l'État finit par reconnaître le travail des citoyens, reconnaître l'urgence environnementale et intégrer cela à ces programmes-là. Et donc, on va voir ici beaucoup de collégiens, de lycéens, d'écoles primaires qui font des activités pour justement prendre soin de notre planète. Et ça, c'est très très bien, prendre soin de notre Guadeloupe. Et donc, ça prouve bien que des fois, les changements se font par le bas et ça prouve bien que les initiatives citoyennes sont importantes et on le voit. Et puis après, ça peut être repris effectivement par le ministère et c'est un très bon signal d'avoir justement l'éducation nationale qui forme les jeunes, notre jeunesse, à une meilleure prise en compte de l'environnement. Nous n'avons pas fait le choix de miser sur les adultes parce qu'on sait très bien qu'une fois que vous avez pris le pli d'adulte, nous comptons beaucoup sur les enfants pour faire évoluer le cercle familial et c'est là que ça va se jouer. L'idée, par exemple, de dire, la bouteille en plastique, de l'eau, je ne mets pas dans la poubelle de tous les déchets. La question, quand je suis en voiture, papa, tu ne balances pas ta canette à travers la vitre. Donc, c'est des questions essentielles que nous allons confier à cette génération. Donc, on espère en tout cas, que quand ils seront adultes, qu'ils ne seront pas dans les postures que nous observons aujourd'hui. Et c'est un vrai challenge pour nous, avec les collectivités, pour faire en sorte que ça puisse changer au pays. Nous sommes de plus en plus nombreux, mais je serai encore satisfait lorsque nous serons 100%. À 100%, voilà le chiffre, l'objectif qu'on se donne, qu'on y aille vraiment, que l'engagement soit pris. Et la sensibilisation qu'on fait avec les jeunes en leur donnant des outils comme des aires éducatives, que ce soit des aires marines éducatives, que ce soit des aires terrestres éducatives, à travers ce principe de jardin en nous, jardin créole, qui est aussi une manière de les impliquer dans le quotidien de l'environnement. Et l'éducation passe par ça, passe par des programmes pédagogiques au niveau scolaire. C'est l'engagement pris par le ministère de l'Éducation nationale et la région académique de Guadeloupe. Passe aussi par des outils de la société civile avec un accompagnement. Vous avez vu, plusieurs associations, Mon École, Ma Baleine, plusieurs associations soutiennent et accompagnent nos jeunes dans ce travail quotidien d'éducation. Et puis bien sûr aussi par le travail que les parents doivent faire. Donc on doit aussi mobiliser les parents parce que ça doit être un sujet de discussion dans les foyers également. Donc il faut qu'on y aille tous ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir tous ensemble pour la biodiversité. Un reportage d'Olivier Félix. Et les forts de Guadeloupe seront à l'honneur à l'occasion de l'opération Fort en famille qui fait son grand retour post-Covid. Le reste en images. Fort en famille date de 2010 et depuis il y a eu une pause due à la situation sanitaire et là maintenant on reprend en force avec une manifestation qui est, j'ai envie de dire, agrémentée d'autres rendez-vous que ceux qui étaient traditionnellement prévus. Donc on parle des résidences de création hybride, on parle des conférences Palais Poussonger de la MECA, on parle d'épreuves sportives aussi. Donc tout ça pour sensibiliser, avoir une vraie démarche mémorielle, mais aussi un accompagnement en termes de politique de développement culturel, l'accompagnement aux artistes sur ce mois de mémoire. Et ça reste cohérent, donc à travers nos actions, aussi bien les résidences, le développement sur Marie-Galante, les conférences, tout donne, tout laisse à présager un très beau Fort en famille 2023, quoi. C'est Palais Poussonger, mais c'est effectivement dans l'esprit Palais pour nous songer. Donc ce sont des conférences qui consisteront à faire la lumière sur ces interviews autour de thématiques. Ça peut être les musiciens du lieu qui nous accueille, puisque ces conférences seront programmées dans le réseau des bibliothèques. Ça peut être autour d'une thématique, l'apprentissage, etc., les pratiques traditionnelles aujourd'hui, dans la modernité, dans un esprit de création plus contemporaine, par exemple. Et donc, ça sera une série de conférences pluriannuelles. C'est vrai que quand on regarde dans les autres îles de la Caraïbe, donc effectivement, il n'y a pas ni même passé qui nous, au sens où il y a d'autres situations, aussi d'autres pays, on voit qu'ils ont utilisé cette question mémorielle autrement et ils sont tournés vers l'avenir. Donc je pense qu'on a beaucoup de retard par rapport à ça, s'approprier cette histoire qui est la nôtre, la mise en esclavage. Maintenant, j'ai envie de dire, aller de l'avant et en sachant qui l'on est. Et choucage là, ça, nous képéni, y qui avait des actions contre là, Fort en famille, le mois de mémoire, des manifestations, des célébrations mémorielles. Et puis ça, d'après moi, nous qui fassons tout état là que nous ni là.
Et en parlant de culture et d'histoire, je reçois Pierre Sainte-Luce qui a fait l'acquisition du journal intime de Victor Schœlcher. Rien que ça. Bonsoir, monsieur Sainte-Luce. Bonsoir. Alors racontez-nous tout, il faut que vous nous racontiez tout. Vous avez donc dégoté ce petit bijou dans une vente aux enchères. Comment avez-vous eu vent effectivement de cette vente et comment s'est-elle déroulée? Alors, il faut préciser que je suis membre fondateur de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont le siège est situé à Paris, à l'hôtel, précisément l'hôtel de la Marine. Et le service de cette institution m'a fait part de cette vente qui allait avoir lieu à l'hôtel Drouot. Nous sommes donc toujours dans notre groupe, dans la famille, intéressés par la valorisation de notre patrimoine. Et nous avons considéré que bénéficier, acheter ce document, ce qui est le dernier document de Victor Schœlcher, pourrait être pour nous une très belle acquisition. C'est ce que nous avons fait. Il s'agit quand même dans son journal intime, donc on imagine qu'il est très riche en informations personnelles qui n'ont peut-être jamais été divulguées. Donc vous pensez mettre cet ouvrage à disposition de tous les Guadeloupéens, de tous les Afro-Caribéens? Absolument, c'est un ouvrage exceptionnel, comme vous le disiez, qui présente un certain nombre d'informations sur la vie politique, sur le combat politique de Victor Schœlcher. Pour précisément aujourd'hui, le 27 avril, en 1848, il y a eu donc ce décret d'abolition. Mais Victor Schœlcher a aussi été l'un des précurseurs pour l'abolition de la peine de mort. Ça n'a pas marché à cette époque, mais vous voyez que déjà, Victor Schœlcher était un révolutionnaire. Il avait, en 1830, fait le circuit de la Caraïbe, Cuba, et il s'était rendu compte de la souffrance de nos ancêtres esclaves, et il avait produit un certain nombre d'ouvrages, et c'est à partir de là que Arago a fait appel à lui pour être sous-secrétaire d'État à la Marine, et faire en sorte que ce décret puisse être mis à l'œuvre. Vous l'avez déjà feuilleté, on imagine? Absolument, plus d'une fois, c'est clair. Il reste très fragile, donc je n'ai pas feuilleté toutes les pages. Vous ne pouvez pas le manipuler comme bon vous semble pour l'instant? Parce que c'est un document qui a quand même plus de 150 ans. Et donc il est mis à l'abri, le temps d'être numérisé de manière très professionnelle et, comme vous le disiez encore, mis à disposition donc de la population guadeloupéenne et des autres populations, puisque maintenant, à travers la numérisation, on peut avoir accès de partout dans le monde. Et est-ce qu'on aura l'occasion peut-être de voir cet exemplaire dans un musée, en exposition? Je crois que juste le voir, pas forcément le toucher. Ce sera possible en effet, lorsque la numérisation sera faite, que le document sera protégé, on pourra, dans certains endroits, nous avons promis d'ailleurs à la ville de Houille de pouvoir présenter ce manuscrit à Houille, puisque Victor Schœlcher est décédé dans la banlieue de Paris, à Houille, il y a donc déjà un certain nombre d'années. On va revenir rapidement. Petite indiscrétion sur l'acquisition, forcément, je suis obligé. C'est quand même une très belle pièce. Est-ce qu'on pourrait avoir le montant, puisque c'était quand même une vente aux enchères, donc il y a eu quand même... vous avez dû batailler, je pense, parce que c'est quand même un bel objet de collection. Oui. Alors dites-nous tout. Est-ce qu'on peut avoir le montant? Alors on a bataillé. Et je veux dire, pour la petite histoire, c'est ma fille, et nous étions au téléphone, ma fille Marion, qui était en direct avec la visio, on peut voir ce qui se passe. Il y avait environ 200 ouvrages qui étaient en vente, 200 pièces, et nous étions dans le tout dernier. Ma fille était présente dès le début pour ne rien rater à la situation, et les enchères ont été difficiles. Mais nous ne voulions pas céder, et nous avons fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir... donc vous comprenez notre Par tout ce qu'il fallait, on entend beaucoup de zéros. Il y a quelques zéros, mais c'est quand même une valeur symbolique pour... Bien sûr, mais ça n'a pas de valeur effectivement pour les ressortissants ultramarins. Et on imagine justement que c'est par rapport à ça qu'il y a dû avoir une grosse bataille sur l'acquisition. Quand même, on parle de son journal intime, donc on pense qu'il y a beaucoup d'écrits dont
pas beaucoup de gens ont eu écho. Absolument. Et ça doit faire beaucoup d'envieux tout ça. Nous sommes contactés par les universités déjà, par l'intermédiaire de la fondation qui regroupe un certain nombre d'universités à Paris, à Sorbonne en particulier, à l'université Antilles-Guyane, et les étudiants de différentes spécialités, en histoire par exemple, en sciences politiques, journalisme aussi, puisque Victor Schellcher est un journaliste, et c'est pour cela que dans le document, vous avez des extraits de journaux. Sachez par exemple que Le Figaro existait déjà il y a plus de 150 ans, et j'ai vu des extraits donc, du Figaro dans ce journal de Victor Schellcher. Donc c'est quand même... Victor Schellcher qui en plus est un grand homme, mais il y a tout aussi une controverse autour du personnage, ce qui suscite un intérêt supplémentaire. Ça va être difficile à gérer tout ça. C'est le rôle de ce document que d'aller feuilleter, de vérifier dans le détail, parce que c'est un manuscrit et avec les extraits, c'est très clair. On peut lire et se faire une idée. Et la recherche va permettre dans quelques années de répondre. Mais je vous ai dit tout de même que Victor Schellcher, il avait écrit sur l'esclavage qu'il avait vu dans les années 1830 et qu'il avait fait d'autres actions, notamment des actions qui ont abouti et d'autres qui n'ont pas abouti, notamment sur la peine de mort. Donc c'était quand même un humaniste au sens global. Je pense qu'on doit le découvrir de manière très personnelle si on peut justement parcourir son journal intime. J'avoue que j'aimerais bien y jeter un petit coup d'œil aussi au passage, ça pourrait être pas mal. En tout cas, une très belle acquisition qui sera mise donc à disposition des Guadeloupéens. Combien de temps vous penserez que ça prendra pour la numérisation du document? Est-ce qu'on est parti sur plusieurs mois Non, je ne pense pas que ce sera très long parce que les contacts sont pris de manière très étroite avec un certain nombre d'entreprises qui font cette numérisation. Et nous croyons que pour le mois de juin-juillet, ce sera mis à disposition. Pour les grandes vacances? Pour les grandes vacances. Aussi rapidement? On essaiera d'aller aussi vite, oui. Donc une très bonne nouvelle. Vous pourrez donc très probablement feuilleter le journal intime donc, de Victor Schellcher, 150 ans quand même, 150 ans d'âge qui a été quand même bien conservé. Il sera mis à disposition grâce effectivement au concours de Monsieur Pierre Sainte-Luce qui a fait l'acquisition donc, de ce journal intime. On n'a pas eu le montant. Non, on imagine que c'est une petite indiscrétion. Il ne sera pas à la vente tout de suite. Pas de vente. Pas de... Vous allez le conserver précieusement. Dans la famille pour quelques générations, j'espère. Très important. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Monsieur Pierre Sainte-Luce, d'être venu et pour l'acquisition effectivement de ce journal intime de Victor Schellcher que vous avez pu avoir effectivement aux enchères. Merci encore. Merci encore. Et on se rend maintenant à Destrélan pour le lancement de la 3e édition du concours Talent d'ici, initié par Carrefour. Cette année, la thématique retenue est l'art du bien-être en lien avec le bien manger pour se sentir bien. Et c'est l'artiste Cédo qui remporte le Prize Money de 5 000 €. Félicitations à elle. Le reportage. Nous avons lancé depuis quelques années un label qui s'appelle Produits d'ici et qui permet de mettre en valeur la production locale. Et il nous semblait important d'intégrer et d'élargir en fait, au-delà de nos produits que nous vendons en magasin, à l'univers artistique. Le thème de l'édition, c'était l'art du bien-être, donc le fait de se sentir bien. Et en Guadeloupe, il y a une culture de l'oralité qui est extrêmement forte. Et j'ai voulu faire un jeu de mots entre l'art du bien-être, donc le fait d'être bien, et l'art de bien-être, de bien venir au monde. Et je trouvais qu'une enfant, c'était ce qui pouvait symboliser la naissance en particulier. Le concours se déroule en 2 étapes, donc même en 3 étapes. Il y a la première étape qui est l'appel à projet, où les artistes vont nous envoyer leurs œuvres. La deuxième étape, ça va être la sélection du jury. Donc on se réunit pour décider de 5 œuvres. Puis ces 5 œuvres sont mises au vote du public sur les réseaux sociaux. Et c'est le public qui a choisi Cédo comme artiste lauréate. Je suis partie du thème de la créolité. C'est un thème que je développe dans ma démarche artistique depuis quelques années, étant maman d'une petite fille métisse. Et donc ma proposition, c'est la représentation d'une petite fille qui est en fait une superposition numérique de deux petites filles aux couleurs de peau et aux origines différentes. Ça, c'est ma façon de traiter le thème de la créolité dans ma pratique artistique.
Et donc cette petite fille, elle est superposée à une carte de géographie de la Guadeloupe, dont on voit quelques mots comme ça ressortir. Et puisque l'association partenaire cette année, c'était l'association TISSUC qui s'occupe des enfants atteints de diabète, j'ai fait toute une référence à la pharmacopée locale avec des rimédrasiers que je cite, puisqu'on connaît les bienfaits de cette pharmacopée sur le traitement du diabète. Les sacs cabas sont mis en vente dans le magasin. Et il faut savoir que 100% des bénéfices sont reversés à l'association que nous avons choisie. Cette année, c'est l'association TISSUC qui a été choisie. C'est une association qui aide les familles d'enfants diabétiques. Et on part maintenant pour la présentation du prix du conseil départemental. Cette année, c'est la 20e édition, donc c'est le 20e anniversaire du Grand Prix du Conseil départemental. Donc nous allons faire en sorte d'avoir une très belle compétition. Et nous avons beaucoup travaillé avec le comité cycliste cette année de façon à présenter de 6 manches qui correspondent réellement à ce qu'est le département. Les nouveautés, donc, ce sont des arrivées. Nous avons des arrivées qui sont dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc nous avons Pointe des Châteaux, où on n'a pas l'habitude de faire des arrivées à Saint-François. Nous avons la côte de Belle-Hôtesse aussi à Pointe-Noire, qui sera une très belle arrivée, très difficile. Nous avons une étape innovante entre Vieux Habitants et Saint-Claude, où l'arrivée se passe à Matouba. C'est aussi une arrivée inédite. Donc nous voyons que nous avons fait des efforts sur cela. La seule chose que nous avions l'habitude de faire et que nous sommes retournés au Vieux-Amont, c'est le prologue au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre, que nous avions abandonné depuis un certain temps puisque nous le faisions dans Jarry. Donc nous sommes retournés à Pointe-à-Pitre. Vous allez voir, il y a 2 arrivées en montagne, Belle-Hôtesse à Pointe-Noire et Matouba à Saint-Claude. Pourquoi ces 2 arrivées? Parce que le Tour de la Guadeloupe, on sert de tremplin le Grand Prix du Conseil départemental nous sert de tremplin. On veut quand même préparer nos garçons à être compétitifs sur le Tour de la Guadeloupe et dès maintenant mettre le parcours qu'ils auront sur le Tour de la Guadeloupe, les faire au moins avant la grande boucle. Nous avons tout mis en place cette année pour sécuriser les arrivées et sécuriser aussi les parcours. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'agents signaleurs sur les parcours au niveau du Grand Prix du Conseil départemental. Et nous allons aussi faire en sorte d'avoir la présence aussi des mobiles de façon à pouvoir sécuriser comme nous l'avons sur le Tour de la Guadeloupe, puisque c'est une épreuve qui devient importante. Donc, il faut faire en sorte que les conditions de sécurité soient respectées. Je suis ravi que le tracé en fait du Grand Prix du cycliste du Conseil départemental passe quasiment uniquement sur les routes départementales. C'est un peu normal parce que si nous sommes organisateurs, c'est normal que nous utilisons, n'est-ce pas, nos infrastructures. Et je suis ravi, content même qu'aujourd'hui, en fait, la caravane sillonnera sur nos routes départementales et il y aura un double objectif, c'est de permettre aux Guadeloupéens de découvrir leur pays. Et là, je peux vous dire qu'il y a des endroits que les Guadeloupéens vont découvrir, autres que les résidents de ces tronçons de route. Nous avons tout fait cette année pour faire en sorte de faire plaisir aux cyclistes, mais de faire aussi plaisir aux spectateurs, de façon à ce que le Grand Prix du Conseil départemental puisse être une compétition, comme il l'est depuis un certain nombre d'années, incontournable au niveau des Grands Prix cyclistes et au niveau du sport en Guadeloupe. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info, le focus. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Tuchel. Ouais. Bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Woody Cole, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Eddy Félix, à Kitoun Cyprien, à Perle de Karukira, bonsoir à Marie Rutil, bonsoir également à Tinatan Joe, à Lydia Luce, à Ghislaine Calif, à Bertrand Erlem, bonsoir à qui d'autre? Bon, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook et vous sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub.